Fréquence ESJ. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission pour 20h d'invités. Ce soir nous recevons Éric Tegner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du mouvement Racines d'Avenir et ancien candidat à la présidence des Jeunes Les Républicains. Avec Lucas Pierre, nous reviendrons sur les élections européennes qui auront lieu en mai prochain. Hugo Franceschi abordera avec vous la réforme de la justice, mais aussi le plan de financement de la sécurité sociale 2019. Et dans quelques minutes, Yanis Darras évoquera avec vous votre parcours et vos idées pour rassembler la droite. Réagissez, vous qui nous écoutez, et posez vos questions à notre invité sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook et sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. 20h, l'invité en direct jusqu'à 21h, c'est sur Fréquence ESJ et ça commence maintenant. Fréquence ESJ. On commence cette émission tout de suite avec Camille Garcette. Bonsoir Camille. Bonsoir Garance, bonsoir Éric Tegner. Alors Bonsoir. Camille, il a une petite particularité, c'est qu'il fait votre portrait d'une manière un peu spéciale. Je vous laisse le découvrir. Éric Tegner, symbole de la droite, un style Laurent Wauquiez, genre costume sans cravate. Beaucoup sont ceux qui ont eu les mains moites à son idée de réunir l'ensemble de la droite. L'idée de rassembler ne plaît pas à tous les partis. Laurent Wauquiez ne vous veut pas au sein de sa patrie. Trop dangereux pour lui, vous faites trop d'ombre à autrui. Éric Tegner fait peur, enfin c'est ce qu'on lit. L'élection des Jeunes Républicains n'est pas très bien passée. Vos idées ne plaisent pas, vous vous dites évincé à cause d'une erreur. Vous dites plutôt que c'est de la triche. On a l'habitude à droite, donc c'est vrai qu'on s'en fiche. L'union des droites, votre principale idée, mais remonte une époque peu médiatisée. À 17 ans au FN, vous la refusiez. Toute alliance avec la droite, celle que vous méprisiez. Le retournement de veste, c'est vrai que vous maîtrisez. Quelques années vous suffit pour avoir oublié, déjà promis à être un des leaders de la droite. Mentir est une des cordes qu'il faut avoir à son arc. 25 ans et déjà une belle place en politique. Un avenir prometteur dans ce monde archaïque. Un homme plein de ressources et de manipulation. Comme vous le dites, on ne séduit que par la transgression. Merci Camille Garcette. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Éric Tegner ? C'est pas mal, mais vous savez, sur la dimension, le fait d'avoir peur, de faire peur, je pense qu'on fait pas juste peur en portant ce discours d'union des droites à Laurent Wauquiez, mais surtout à la gauche. C'est pour ça que ça fait autant de bronca lorsqu'on tient ce discours-là, parce que la gauche sait très bien qu'en fait, elle gagne à chaque fois, parce qu'elle arrive à faire un deuxième tour avec son candidat et Marine Le Pen, et que nous, à chaque fois, vu qu'on est obligé de faire le front républicain, finalement, on laisse soit Hollande, soit Macron arriver à l'Élysée. Il y a quand même des divergences au sein de la droite. Il y a certaines personnes qui ne vous veulent pas. Évidemment, mais c'est plus de la stratégie électorale. Vous savez, les Républicains, c'est devenu un peu un syndic de défense des élus locaux. Il y en a certains qui, en fait, ont peur de perdre leur place en faisant ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que pensent les élus. Ce qui m'intéresse, c'est ce que pensent les électeurs. Et il y a à peu près, il me semble, il y avait un sondage qui disait qu'il y avait 66% des sympathisants les Républicains qui souhaitaient une alliance avec le Rassemblement National et avec Debout la France. Vous savez, il faut pas inverser les choses. C'est pas à nous, électeurs, nous, militants, de gagner le soutien des élus. C'est aux élus de gagner le soutien des militants et des électeurs. Vous aurez le temps de vous défendre après dans l'émission Un avec peu Garance. plus tard, effectivement, on reviendra dessus. Merci Camille Garcette. Merci à vous. Fréquence ESJ. On continue tout de suite avec le mot de la semaine et le mot qu'on a retenu, c'est un nom et c'est Bolsonaro, élu avec plus de 55% des voix. Jair Bolsonaro est le nouveau président du Brésil et si les messages de félicitations ont fusé outre-Atlantique, en Europe, cette élection inquiète. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a fait part de son inquiétude concernant le nouveau président de l'extrême droite. Pour l'organisation, Monsieur Bolsonaro est un démagogue qui défend des atrocités de la dictature militaire brésilienne et la torture, qui tient un discours discriminatoire envers les femmes, les noirs et les minorités sexuelles. Concernant cette élection, vous semblez plutôt content que Jair Bolsonaro ait été élu. Dans un tweet posté hier, vous dites, Éric Tegner, que le candidat du peuple l'a emporté face au candidat des médias. Est-ce que vous pensez vraiment que le peuple n'était pas maître de ces élections ? Vous savez, c'était pas seulement le candidat du peuple, c'était aussi le candidat, ce qui est assez étonnant aussi, d'une partie des élites. Souvent, lorsqu'on me dit que Bolsonaro était un raciste, j'aime dire que Ronaldinho, ce joueur qu'on connaît tant, qu'on apprécie tant, soutenait Bolsonaro. Bolsonaro, justement, avait eu le soutien d'énormément de personnalités du showbiz parce qu'il proposait aussi un projet
pour lutter contre la corruption, alors qu'on a quand même un ancien président de la République au Brésil qui aujourd'hui est actuellement en prison. C'était ça la réalité qui s'est passée. On a depuis une vingtaine d'années... Ces phrases qu'on pris le dessus ? Évidemment qu'il y a eu des débordements et des dérapages qu'on peut condamner de Bolsonaro, des dérapages qui pouvaient être sexistes ou qui pouvaient être racistes. Après, ce qui est important de voir, c'est aussi la culture brésilienne. On ne peut pas comparer la situation de la France, où de tels propos, effectivement, eh bien, traduiraient réellement un profond racisme, avec le Brésil, où ils sont habitués à ce type de propos. Il y avait ses adversaires à gauche qui tenaient ce même type de propos. Ça ne veut pas dire qu'en fait, je ne les condamne pas. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas juste voir ça, il faut réaliser derrière qu'il y a un projet qui est plutôt libéral économiquement, un projet qui veut justement réduire la dépense publique et un projet surtout qui veut lutter contre la corruption et l'insécurité. Vous savez, là-bas, il y a au début de cette émission dure 1 heure, au début de cette émission, eh bien, il y aura un assassinat au Brésil et à la fin de cette émission, il y aura un nouvel assassinat au Brésil. C'est la réalité du terrain, ce qui se passe là-bas. Pour le moment, le pays reste quand même divisé. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à rassembler ce peuple autour de lui ? Je l'espère. Après, vous savez, ce qui est important aussi, c'est de pas faire d'ingérence. À un moment donné, les responsables politiques en Europe peuvent saluer Bolsonaro, mais on n'a pas à lui dicter ce qu'il doit faire. Tout comme on n'a pas à dire que ça serait démagogue. À chaque fois, ce qui est impressionnant, c'est que lorsque un président est élu contre la doxa dominante, finalement, on le dirait que c'est un démagogue. Ou parfois, on voudrait refaire l'élection. Par exemple, c'était le cas avec le Brexit, où finalement aujourd'hui on se poserait la question, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un nouveau référendum ? C'est toujours ça, et les plus fervents partisans en général de la démocratie essayent toujours justement de condamner lorsque le peuple fait passer sa voix. Il me semble que c'était à 54% qu'il a gagné. 55,7%. Moi je trouve que tout à fait, ouais. c'est un soutien qui est quand même plutôt massif, populaire. J'espère évidemment qu'il saura rassembler son peuple. C'est important, vous savez. Le Brésil a un passé plutôt communiste, qui était compliqué. Après, il y a eu la gauche pendant des années qui est restée. Et aujourd'hui, il faut aussi que l'Amérique du Sud renoue des liens importants avec les États-Unis. Je pense qu'il saura le faire avec Donald Trump. Merci Eric Tegner. Fréquence ESJ. Avant d'aborder des sujets d'actualité, Eric Tegner, on va revenir un peu plus en détail sur votre parcours et vos idées politiques pour nos auditeurs qui peut-être ne vous connaissent pas. Et qui êtes-vous ? Quelles sont vos positions politiques ? On voit ça tout de suite avec Anis Darras. Bonsoir. Bonsoir Garance, bonsoir Eric Tegner. Bonsoir. Alors on va faire un petit tour vite fait, voilà. Pendant quelques mois, en 2011, vous avez eu une carte d'adhérent au Front National et puis vous avez décidé de changer quelques mois plus tard pour aller au LR, donc aux Républicains. Pourquoi ce changement soudain de parti, d'adhésion ? Moi, je viens d'une famille, vous savez, qui est Front National. Donc étant quelqu'un d'engagé à 17 ans, j'ai pris ma carte pour aller au congrès de Tours. C'était le moment où Marine Le Pen est devenue présidente du Front National. J'y suis resté l'espace d'un week-end, je me suis jamais engagé, j'ai jamais tracté. Finalement, je ne m'y suis pas retrouvé parce que je trouvais que la ligne de Marine Le Pen était trop sociale. Moi, je me considère plutôt libéral. D'ailleurs, la ligne du Front National au début était réellement libérale conservatrice, et ça me semblait important justement d'aller défendre ces valeurs chez les Républicains. Après, vous savez, ce qui est souvent intéressant, c'est de vouloir que des responsables politiques finalement aient le même engagement depuis l'âge des 15 ans, et après on va leur demander d'être ouverts. Vous savez, moi j'espère aujourd'hui que les personnes, quand on est jeune, on est la génération Twitter, la génération des réseaux sociaux, il faut tenter, il faut essayer. Donc pour être ouvert, il faut essayer différents partis politiques. Non, simplement il faut pas se brider. Donc typiquement, il faut pas avoir peur que si un jour on a pris notre carte, vous savez, j'ai énormément d'amis qui parfois ont pris une carte dans un parti politique, qui ne se disaient pas qu'ils allaient faire un jour de la politique plus tard. Moi-même, je ne me le disais pas. J'ai pas pris ma carte en me disant on va me le reprocher dans 10 ans. Et le problème aujourd'hui des Républicains, en tout cas par exemple de notre mouvement jeune, c'est justement qu'on a des jeunes qui à l'âge de 20 ans, quand ils font un tweet, se posent la question, est-ce que dans 20 ans, quand je serai candidat à la présidentielle, on me reprochera ce tweet ? Ce qui fait que finalement ils ne font rien du tout, qu'ils sont fatigants, qu'ils sont usants, avec leur costume cravate, qui se prennent pour des mini-ministres, et que finalement les jeunes, qui sont les vrais jeunes, qui sont dans la société, qui sont dans les écoles, dans les universités, ils ont absolument pas envie d'aller dans ces partis politiques. Alors, vous avez longtemps travaillé pour Virginie Calmès, donc présidente du mouvement Droite Libre. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter ce mouvement ? Alors moi, je soutenais Virginie Calmès parce que j'aimais bien aussi sa dimension société civile. Je ne me voyais pas travailler pour quelqu'un qui était un énarque. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a une homogénéité des élites, et ça pose réellement un problème. Emmanuel Macron d'ailleurs le voit aujourd'hui avec le fait que la haute administration aujourd'hui l'empêche de faire ses réformes. J'aimais ça chez Virginie Calmès. Elle défendait aussi une forme de libéral conservatisme qui m'intéressait, mais finalement elle a dérivé. C'est-à-dire
on a vu, une fois, après avoir soutenu Laurent Wauquiez, elle a été beaucoup critiquée. Elle a voulu plaider pour ce libéral conservatisme et finalement, on l'a vu sur l'histoire du tract. Au moment du tract, lorsqu'on disait pour que la France reste la France, qui est un tract somme toute très modéré, on aurait pu d'ailleurs faire un tract qui s'appelait pour que la France redevienne la France. Il me semble que ça aurait été beaucoup plus percutant. Eh bien, elle a voulu le critiquer. On peut pas dire d'un côté qu'on est pour un régalien fort et de l'autre ne pas accepter qu'on ait une forme qui soit importante. C'était un faux pas de sa part. Tout à fait. Et il y avait également, moi j'avais une divergence avec elle où je lui avais dit qu'il fallait qu'elle s'impose sur les sujets de l'immigration parce que en privé elle était capable de me dire que finalement elle croyait par exemple à une forme d'immigration massive ou de submersion migratoire dans le pays, mais en public, eh bien elle voulait se concentrer plus sur les questions économiques. Vous ne croyez plus à une droite et à la fois ultra-libérale et aussi ouverte sur le monde, en tout cas pour la mondialisation? Non mais la droite aujourd'hui elle est même plus libérale du tout. En fait c'est ce que je suis aussi en train d'expliquer. C'est la raison pour laquelle je dis qu'on peut parler avec le Rassemblement national aujourd'hui. Parce que quand on a un numéro 3 comme Guillaume Pelletier qui propose la hausse du SMIC de 10%, on peut pas parallèlement dire on ne parle pas au Rassemblement national parce que économiquement ce sont des socialistes. On est devenu aussi en partie socialiste chez les Républicains. D'ailleurs quand même on était au gouvernement, on a fait augmenter les dépenses publiques. Aujourd'hui on n'est absolument pas libéral. Donc il faut redéfinir un corpus libéral, c'est fondamental. Parce que si c'est que comme ça qu'on pourra lutter contre l'immigration, notamment en s'attaquant à l'État-providence et en étant capable aussi de mettre fin aux pompes aspirantes qui font qu'on a un besoin d'immigration. On en parlera peut-être tout à l'heure sur le projet de loi de sécurité sociale où on réalise finalement que ce n'est pas viable à long terme parce qu'on a un problème démographique aujourd'hui avec un manque d'actifs qui est criant. Alors vous êtes également présenté à la présidence des Jeunes Républicains. Pourquoi devenir président des Jeunes Républicains? C'était pas fondamentalement le poste de président des Jeunes Républicains qui m'intéressait. Qu'est-ce qui vous attirait? Moi je porte depuis quelques mois une ligne justement de dialogue avec le Rassemblement national. J'ai envie que demain on crée un En Marche de droite, qu'on continue, qu'on poursuive la recomposition politique. Devenir président des Jeunes Républicains, c'était avant tout imposer vos idées? Non, c'était surtout aller à une élection où le vote est anonyme. Vous savez, il y a un double discours chez les Républicains avec des élus qui, moi, en privé, vont me dire je suis pour dialoguer avec le Rassemblement national, mais qui, en public, vont condamner ce dialogue. Et donc, j'ai voulu, en allant à une élection qui était anonyme, montrer dans les urnes, avec un score qui, pour moi, aurait été très élevé, et bien montrer que la base, les militants, ceux qui, finalement, vont faire élire les élus en allant tracter pour eux, en allant tracter durant leur campagne, eh bien sont d'accord avec le Rassemblement national. C'est la raison pour laquelle ils ont bloqué ma candidature. Pour être très honnête, je m'y attendais parce que je n'ai jamais dit que j'allais gagner, que j'allais devenir président des Jeunes Républicains. Mais imaginez un seul instant que j'ai fait ne serait-ce que 40%. Est-ce que vous voyez ça comme une défaite alors finalement de ne pas avoir pu accéder au poste de président des Jeunes Républicains? Vous savez, pour une fois, depuis 5 ans, à chaque fois qu'on parle des Jeunes Républicains, on parle de celui qui n'avait pas ses papiers, où on parle du fait que les gens se battent entre eux. Pour une fois, il y a eu un débat idéologique. Et à droite, c'est assez rare aussi qu'il y ait un débat idéologique. Donc moi, je considère ce qui manque à la droite aujourd'hui. Tout à fait. Et moi, je considère avoir gagné. Il n'y a pas d'un côté la métapolitique et de l'autre la politique politicienne. Un vrai politique aujourd'hui, il est là aussi pour bouleverser les idées, un peu libérer les clivages, libérer les esprits. Je trouve que c'est ce qu'on a fait. On avait fait notamment le 5 septembre dernier une grande soirée de lancement de campagne. On avait ramené 350 jeunes en étant les nobody que nous sommes avec mon équipe. Et lorsque vous regardez un meeting des Républicains, on voit jamais plus de 50 jeunes. Donc on a réuni beaucoup de monde, on a réuni beaucoup d'élus. Je trouve que c'était plutôt une belle victoire et surtout c'est pas terminé. Merci Eric Tegner. Merci Yanis Darras, merci Eric Tegner. Fréquence ESJ. Dans quelques instants, nous aborderons les élections européennes avec Lucas Pierre et Yanis Darras. Vous reviendrez sur les mesures proposées par le gouvernement concernant l'éducation et la sécurité dans les lycées. N'hésitez pas surtout à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. Et tout de suite, on écoute Happy Now de Z. Fréquence ESJ. 20h17 sur Fréquence ESJ et on continue tout de suite. Les grandes lignes du plan d'action contre les violences scolaires devaient arriver aujourd'hui. Elles seront finalement dévoilées par le gouvernement avant le 15 décembre, nous promet Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Et on voit ça avec vous, Yanis Darras. Pas de plan d'action détaillé contre les violences scolaires avant le 15 décembre. Est-ce que le gouvernement est dépassé par la situation ? Je pense qu'il est dépassé. D'ailleurs, lorsqu'ils ont proposé de mettre les policiers dans nos écoles, c'était absolument farfelu. Je considère que c'était aussi une preuve finalement de l'échec de notre modèle actuel. Ils sont dépassés et on attendait les propositions dans la journée aujourd'hui. Je pense qu'il faut surtout réaliser la problématique de la crise d'autorité qui aujourd'hui touche le pays. C'est ça avant tout
le problème, un manque d'autorité Oui, sur tout les à élèves. fait. On va pas essayer de trouver X ou Y solution. À un moment donné, il y a un problème d'autorité. Il y a également un problème aussi en termes d'immigration. Je pense qu'il y a un problème d'islamisation. Je pense au 93. Vous savez, il y a eu ce fameux livre Inch'Allah de Gérard Davet et Fabrice Lhomme qui semble découvrir l'islamisation dans le 93, alors que ça fait 15 ans qu'à droite on tient ce discours en se faisant traiter de crypto-fasciste, en disant ce type de choses. C'est ça qu'il faut réaliser aussi, parce qu'à un moment donné, la violence, elle se passe pas dans le 16e arrondissement de Paris. La violence, elle se passe partout en France. Oui, mais elle se passe essentiellement aussi dans les banlieues. Et je pense qu'il faut être capable de le voir, il faut être capable, en le voyant, de comprendre aussi que c'est le modèle d'intégration et c'est le modèle d'assimilation qui fait qu'à l'école, il y a ce type de crise. C'est ce qui s'est passé à Créteil la semaine dernière ou il y a 10 jours, lorsqu'un élève a braqué ses professeurs pour lui demander... Est-ce que finalement, certains établissements scolaires en France sont devenus des zones de non-droit ? Oui, c'est ce qu'on a vu. Finalement, on a eu besoin de voir la vidéo sur Snapchat et après sur les réseaux sociaux pour que la professeure soit convoquée par le directeur de l'école pour qu'elle puisse enfin s'expliquer. Lorsqu'il y a eu ce hashtag pas de vague, c'était un moment de libération pour énormément de professeurs qui aujourd'hui n'osent plus finalement condamner, sanctionner les élèves, parce qu'aussi depuis une dizaine d'années, la logique de sanction, on en parlera peut-être tout à l'heure sur la réforme de la justice, sur la réforme pénale, eh bien finalement la sanction elle n'existe plus. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on devrait baisser aussi la majorité pénale à 16 ans. On devrait être capable, comme l'a proposé Eric Ciotti. Et ça changerait vraiment quelque chose à l'insécurité, en tout cas dans certains établissements scolaires. Mais ça serait déjà un message. Ça, c'est fondamental. Un premier message. À un moment donné, il faut dire aujourd'hui, on arrête de s'excuser. Vous savez, c'est toujours le discours qu'on entend des gens de la gauche qui nous expliquent finalement que le pauvre jeune de 16 ans qui a braqué sa professeure, vous comprenez, si on l'envoie en prison, même l'espace d'un week-end, il tombera dans les délinquances, peut-être dans l'islamisation, et donc il faut surtout pas le faire. Vous ne croyez pas à ça, justement, que les prisons sont plus facteurs de criminalité qu'autre chose ? Mais il y a évidemment un problème sur les prisons. C'est pour ça que, pour moi, il faut construire de nouvelles prisons. Il faut être capable également, de faire des cellules pour les personnes qui sont plutôt islamisées, pour les salafistes, les confiner dans leur coin. Il faut être capable, et là je salue le gouvernement d'avoir été d'interdire justement les téléphones portables. Alors on reviendra un petit peu plus en détail avec tout ça avec Ugo Franceschi. Non, alors en tout cas pour remédier en partie au problème justement de respect des études entre les élèves et surtout envers les professeurs, le ministre de l'Éducation, donc Jean-Michel Blanquer, a parlé justement de simplifier les procédures pour faciliter les conseils de discipline. Est-ce que c'est un premier pas en tout cas pour finalement mettre des sanctions en place comme vous le disiez tout à l'heure? Oui, c'est une bonne idée. Vous savez, Jean-Michel Blanquer ne fait pas que des mauvaises choses, heureusement. On est plutôt satisfait depuis un an d'avoir un ministre de l'Éducation qui a réellement compris les problématiques des étudiants et surtout les problématiques des professeurs, ce qui vient notamment de son expérience et du fait que ça ne soit pas aujourd'hui un idéologue qui est à la tête du ministère de l'Éducation. Mais encore une fois, si on se contente simplement de ce type de mesures, c'est pas ça qui va changer. À un moment donné, oui, ce ne sont que des mesurettes. Mais vous savez, tout comme moi je ne vous dis que finalement en baissant la majorité pénale à 16 ans ça ne changera pas tout, ce n'est pas en étant capable de sanctionner un peu plus les élèves qu'on changera les choses. Ce qu'il faut derrière, c'est être capable par exemple de responsabiliser les parents d'élèves. C'était la mesure qu'avait préconisé, qu'avait fait voter Eric Ciotti en 2010, excusez-moi, où il disait finalement que si les parents ne s'occupaient pas de leurs enfants et si les enfants par exemple tombaient dans l'absentéisme à l'école, eh bien les allocations familiales devait être supprimée en 2013. Cette loi a été enlevée par le gouvernement socialiste pour des mesures idéologiques, mais je pense qu'il faudrait revenir là-dessus. Aujourd'hui, il faut plus de pédagogie envers les parents avant tout, et finalement pas envers les élèves, mais envers les parents avant tout. Non, ce sont les deux, et c'est pas de la pédagogie envers les parents, c'est juste que les parents doivent jouer leur rôle d'éducation. Ça, c'est fondamental. Et il y a encore une fois cette question dans les banlieues qu'il faut se poser. Vous savez, moi, je veux pas jeter le blâme sur les banlieues, mais je me rappelle d'un grand pénaliste qui avait expliqué qu'on manquait aussi de la figure du père dans les banlieues. Il y a cette vraie problématique. Il y a aussi cette problématique qu'il y a parfois des enfants qui effectivement ne voient pas leur père parce que leur père peut être en prison ou peut être un dealer. C'est un vrai souci qu'on a aujourd'hui. Mais derrière, il faut que la famille joue pleinement son rôle. Merci Yanis Darras, merci Eric Tegner. Fréquence ESJ. On continue tout de suite. L'exécutif a présenté en septembre dernier sa réforme du système de santé et aussi son projet de loi de finances de la sécurité sociale. Le budget prévu pour 2019 est à l'équilibre, mais Emmanuel Macron veut poursuivre les économies. On voit ça avec vous, Ugo Franceschi. Bonsoir. Merci Garance. Bonsoir Eric Tegner. Pour la première fois en 18 ans, le budget de la sécurité sociale est dans le vert.
pour vous, est-ce que c'est une victoire d'Emmanuel Macron ? Vous savez, ce qui m'inquiète avec ce budget de la sécurité sociale, c'est que non seulement il ne va pas résoudre le problème sur le long terme, au niveau du déficit budgétaire qui va finir par arriver pour des raisons de démographie, mais surtout ce sont toujours les mêmes qui vont payer pour financer cela. Je pense notamment aux classes moyennes, mais et je pense aux retraités avec une augmentation des taxes qui est massive, notamment des taxes sur le carburant. On va arriver dans l'année 2019 à 2 milliards de taxes sur le carburant, sous prétexte que ça serait dans une logique de transition écologique, alors qu'il n'y a que 200 millions sur ces 2 milliards qui vont être rétribués justement pour que les ménages changent de voiture. C'est assez Donc scandaleux. vous êtes contre ce projet de loi de finances de la sécurité sociale ? Mais il n'y a pas de réforme structurelle sur ce projet de loi, parce qu'il ne prend pas en compte notamment les questions démographiques, et surtout il fait payer les Français. Vous savez, c'est mais toujours pour l'instant, les branches de la sécurité sociale, la plupart, du moins excepté l'assurance maladie, ne sont plus en déficit aujourd'hui. Oui, excepté totalement l'assurance maladie. Mais c'est déjà un bon pas en avant. Avant, on était quand même à plus de 1 milliard quasiment sur chaque branche de dette. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir ce que les Français aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils payent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi que dans les années 80, en 1981 et en 1983, il y avait 90% du projet de loi sur la sécurité sociale, de l'assurance maladie, qui était financé par les cotisations sociales. Aujourd'hui, ce n'est plus que 54%. Et qu'est-ce qui fait la différence ? Ce sont les taxes. Toujours les taxes. Les taxes sur le tabac, les taxes sur le carburant, données aussi par des Parisiens qui sont dans cette logique de se dire finalement que on serait presque un malfrat d'avoir une voiture aujourd'hui. Parce que il faut voir aussi que à Paris, effectivement, il y a 17% des Parisiens qui ont une voiture, mais en province, c'est 70%. Est-ce qu'on peut pas passer à l'électrique, même en province ? Mais à terme, évidemment qu'il faudra aller sur l'électrique. Vous savez, à droite, chez les Républicains, on n'est pas contre la transition énergétique. Elle est essentielle, mais il faut accompagner les Français pour cela. C'est important pour qu'ils suivent. Et c'est la raison pour laquelle, si on avait mis 2 milliards de taxes sur le carburant, mais que derrière, on avait mis ces 2 milliards, non pas pour financer X ou Y chose, mais pour permettre cette transition écologique, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais la charrue avant les bœufs dans cette transition écologique ? Oui, tout à fait. On fait tout dans le mauvais sens. Mais on fait tout dans le mauvais sens, et surtout, on sait très bien, et les Français savent très bien, que finalement, on prend dans la poche de l'un pour mettre dans l'autre. C'est-à-dire que on leur dit, on va prendre. Est-ce qu'on prend dans la poche des retraités ? Oui, pour financer la sécurité sociale. L'année dernière, d'ailleurs, pourquoi le budget est à l'équilibre ? Parce que l'année dernière, la CSG a augmenté de 1,7 point. Oui. Et cette année, eh bien, on va continuer à taper sur les retraités, notamment via la désindexation de leur retraite. La retraite vont augmenter leur pension que de 0,3%. Vous êtes contre le gel des pensions de retraite ? Mais tout à fait, parce qu'il faut s'adapter aussi à l'inflation. L'inflation, il me semble, est à 1,5, 1,7. Je trouve fondamental. Et vous savez, cette question des retraités, moi, en tant que jeune, je peux comprendre aussi quand on nous explique finalement que durant les 30 glorieuses, les retraités auraient profité d'une situation économique qui était plutôt bonne, alors que nous qui avons 20 ou 30 ans, on a connu différentes crises financières. Mais il faut penser à cette solidarité transgénérationnelle. À un moment donné, quand on est étudiant, quand on a 30 ans, qu'on n'a pas les moyens, eh bien, qui nous aide ? Ce sont nos grands-parents. Et si on continue à taxer, eh bien, les grands-parents ne peuvent plus aider. Mais Édouard Philippe a fait un geste envers les retraités puisqu'il a exonéré 300 000 retraités parmi les plus précaires de la hausse de la CSG, justement. Ça représente quand même une privation de 350 millions d'euros pour le gouvernement. Et vous imaginez un peu la logique ? C'est-à-dire que d'un côté, il va taper extrêmement fort, et de l'autre, il faudrait le trouver généreux parce que finalement, il ne tape pas si fort que prévu. Il a entendu la grogne des retraités, du moins. Non, il ne l'a pas entendu. S'il l'avait entendu, eh bien, il aurait tout simplement pas augmenté cette hausse de la CSG, et surtout, il aurait indexé la CSG, les pensions de retraite, sur l'inflation cette année. Et aussi dans le projet de réforme de financement de la sécurité sociale, le gouvernement veut injecter de l'argent dans les assurances maladie destinées aux étrangers, notamment l'AME et la PUMA. Est-ce que vous y êtes favorable, vous, Eric Tegner ? Évidemment non. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Eh bien, il y a 10 millions de pauvres en France. Il y a près d'un tiers des Français qui n'arrivent pas à subvenir à leurs dépenses de santé. Je ne comprends pas pourquoi on dépenserait aujourd'hui pour des étrangers, et pas simplement des étrangers, des personnes qui n'ont pas cotisé. On a un système où normalement on est aidé parce qu'on a cotisé, et c'est toute cette injustice que ressentent ceux les qui Français bénéficient de la protection universelle maladie, qui sont les demandeurs d'asile justement, eux, quand ils se mettent à travailler et qu'ils restent en France et qu'ils travaillent, eux, ils se mettent à cotiser.
Mais oui, mais il faut voir Donc aussi en soi, les étrangers, entre guillemets, cotisent. C'est la raison pour laquelle, en général, ce qu'on propose chez les Républicains, eh bien, ce n'est pas de dire que les étrangers ne peuvent pas avoir le droit à l'assurance maladie, c'est de dire qu'il faut attendre un laps de temps entre 3 et 5 ans. Il me semble que François Fillon proposait Actuellement, c'est 3 mois. 3 ans de cotisation. Oui, mais il faut passer à 3 ans de cotisation. Il faut cotiser un minimum quand même. Sinon, ça serait un peu trop facile. Surtout pour les Français qui parfois cotisent depuis des années et des années. Merci Hugo Franceschi, merci Eric Tegner. Fréquence ESJ. Restez avec nous dans quelques minutes. Nous aborderons avec Lucas Pierre la politique de Donald Trump et Hugo Franceschi sera avec nous encore pour évoquer la réforme de la justice. Mais tout de suite, c'est Something Human de Muse sur Fréquence ESJ. Fréquence ESJ. 20h32 sur Fréquence ESJ. On continue tout de suite. 20h l'invité avec vous, Eric Tegner. La réforme de la justice proposée par la ministre Nicole Belloubet a été adoptée au Sénat et passe maintenant devant l'Assemblée nationale. Le système judiciaire, mais surtout carcéral, seront largement remaniés. On voit ça avec vous, Hugo Franceschi. Vous êtes favorable à cette réforme, Eric Tegner ? Je pense qu'il y a des bonnes choses, notamment le fait qu'on veuille interdire les téléphones portables, passer à des téléphones fixes, ça me semble essentiel, notamment pour lutter contre les réseaux de narcotrafiquants et également contre les islamistes. En revanche, je vois trop peu d'éléments sur la question des places de prison. Vous savez, en France, on a 88 places de prison pour 1000 habitants, alors que la moyenne européenne est à 130. Je considère qu'aujourd'hui, il faut agir à ce niveau-là, parce que sinon, il y a énormément de peines de prison qui ne sont pas appliquées aujourd'hui. Ça, c'est un pourtant, vrai questionnement. c'est dans la réforme du gouvernement, puisque Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, a annoncé qu'elle souhaitait construire 15 000 nouvelles places en prison, 7 000 d'ici 2022 et 8 000 de plus d'ici 2027. Donc il y a un effort qui est fait au niveau des prisons. Il y a inévitablement un effort, encore une fois. Ce qu'il faut, c'est aller beaucoup plus loin et surtout ne pas tomber dans une logique qui dirait finalement la prison, ce ne serait pas pour tout le monde. Ce qu'il propose, par exemple, ce que Nicole Belloubet propose, c'est un peu sur la logique de la loi Taubira, c'est de dire en dessous d'un an de prison, en dessous d'un an de condamnation, il n'y aurait pas de peine de prison. Ce qui d'ailleurs est condamné, en tout cas ce qui est reproché même par des professionnels qui expliquent que du coup, peut-être que les juges seraient amenés à condamner les personnes qui veulent mettre en prison à plus d'1 an de prison. Et les peines alternatives, ça marche pas pour vous ? Les peines alternatives, par exemple le bracelet électronique, les travaux d'intérêt généraux, pour les peines de moins d'1 an. Mais je trouve que c'est le message qui est très mauvais. Vous savez, la prison, l'objectif en tout cas du pénal, c'est deux objectifs. C'est un, de sanctionner, et deux, surtout de délivrer un message à la société. De délivrer un message pour faire en sorte que les personnes n'aient pas envie de tomber dans la fraude ou d'encourir des délits ou des crimes. Et du coup, en leur expliquant qu'il pourrait y avoir d'autres peines, des peines alternatives en étant chez soi, ces personnes-là réalisent qu'il y a une perte d'autorité dans le pays. Et je trouve que c'est extrêmement grave. Vous savez, on est à 600 agressions en France par jour. Je considère que la situation elle est quand même explosive. Il y a une note de la DGSI qui explique que il pourrait y avoir des véritables émeutes au sein de nos banlieues. Et face à cela, je ne considère pas que la solution soit de dire qu'il y aurait des peines alternatives, finalement, qu'on pourrait faire des petits TIG tranquillement et le soir rentrer chez soi avec sa famille, potentiellement pouvoir dealer, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Mais les peines de plus d'1 an de prison, jamais mis en prison. Mais les peines de plus d'1 an de prison, cette fois-ci, seront effectives aux 2/3 minimum, ce qui n'était pas le cas avant. Donc les peines de plus d'1 an de prison sont oui, c'est ça, rendues plus effectives par la ministre Nicole Belloubet. C'est la même logique que tout à l'heure, c'est-à-dire que vu qu'on avance un petit peu, il faudrait saluer. Aujourd'hui, moi je considère que l'enjeu il est de taille. Il y a 10 jours, il y a un jeune qui s'est fait matraquer dans le 93 à coups de barre de fer et qui en est mort. On voit tous les jours sur les réseaux sociaux des images de policiers qui se font caillasser ou de voitures de policiers qui se font caillasser par des jeunes de banlieue qui eux souvent ne sont même pas arrêtés. Et donc face à cela, on ne peut pas considérer qu'il faut simplement avancer petit à petit et appliquer une politique pénale qui serait viable en 2030. Mais Emmanuel Macron veut rendre avec cette réforme, rendre la justice plus efficace, plus rapide. Est-ce que l'objectif est mauvais selon vous ? Parce que pourtant, d'après ce que vous dites, c'est ce qu'on attend, une justice qui permette de juger plus de personnes. Puisque... vous savez, si vous reprenez tout ce qu'a dit Emmanuel Macron depuis 1 an et demi sans voir ce qu'il a fait, tout le monde signe, tout le monde est d'accord. Emmanuel Macron, depuis le début, il dit qu'il faut un État fort, tout comme Christophe Castaner, qui nous explique qu'aujourd'hui, il faut lutter contre les territoires perdus de la République, alors qu'il y a 1 an, finalement, il faisait l'amalgame entre le voile pour les femmes musulmanes et le voile que portaient nos grands-mères, les mantilles, le dimanche à l'église. C'est toujours, entre guillemets, ce discours qu'on porte. On essaye de dire on va redonner du pouvoir d'achat aux Français, du coup, les retraités vont voter massivement pour Emmanuel Macron, et après, ils réalisent... Mais là, on parle de la réforme de la justice. Non, mais ce que je veux vous expliquer, c'est la
communication d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, évidemment, vous me dites, est-ce que cet objectif il est bon? Évidemment qu'il est bon, parce qu'Emmanuel Macron aujourd'hui, il va pas sur le 20h de France 2 nous expliquer qu'il veut une société bananière. Au-delà de l'objectif, il y a des mesures, par exemple le fait de rendre certaines procédures informatiques, le fait de pouvoir porter plainte sur Internet, de pouvoir suivre son dossier si c'est un litige jugé en correctionnel sur Internet, c'est possible aujourd'hui. Enfin, ça va être rendu possible grâce à cette réforme. Alors ça, c'est possible effectivement, mais encore une fois, si on ne construit pas plus, parce que 15 000, François Fillon proposait plus de 20 000 places de prison. Si on n'est pas capable d'avoir des procédures accélérées également pour mettre les dealers, pour mettre aussi, il y a la question vraiment des personnes islamistes, il y a la question des fichiers S, pour moi, justement la création du parquet national antiterroriste a été repoussée, elle a été annoncée pour décembre. Est-ce que c'est trop tard pour vous, Éric Tegner? Oui, c'est trop tard. Non, mais surtout, ça fait depuis 1 an qu'on aurait dû agir sur cette question-là. Moi, je pense que, par exemple, les fichiers S étrangers, on aurait dû être capable bien de les renvoyer tout simplement dans leur pays. Encore une fois, on ne fait rien. Vous savez, on a 12 000 personnes sur le territoire français, qui sont sur le point de commettre des attentats, en tout cas, qui peuvent être complices d'attentats. Et ces personnes-là, on les laisse sur le territoire vaquer où ils le souhaitent. Et c'est là-dessus aussi qu'il faudrait que la réforme de la justice se concentre. Je pense également que on devrait se pencher, et c'était l'actualité de Jean-Luc Mélenchon les 15 derniers jours, on devrait se pencher sur l'indépendance de la justice avec l'exécutif. C'est essentiel, vous savez, notre démocratie fonctionne là-dessus, c'était Montesquieu qui l'expliquait, et fondamentalement demain, lorsqu'on voit que le parquet national financier est tenu par l'exécutif, je considère qu'il y a un réel problème. C'était la nomination également du procureur qui avait été quasiment décidée par Emmanuel Macron, qui selon moi est totalement choquante dans notre démocratie. Merci Éric Tegner, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. On continue tout de suite et on part à l'étranger cette fois. Les élections de mi-mandat aux États-Unis approchent le 6 novembre. Nous saurons si la Chambre des représentants et le Sénat redeviennent à majorité démocrate. On voit ça avec vous, Lucas Pierre, bonsoir. Bonsoir Garance et bonsoir Éric Tegner. Une Chambre des représentants qui pourrait redevenir démocrate, est-ce que ça vous dérange ? Vous savez, Barack Obama en 2014 avait perdu le Sénat et la Chambre des représentants. Également, Donald Trump, c'est un des premiers présidents des États-Unis qui voit au cours de son mandat sa cote de popularité augmenter. Et là, on anticipe le fait qu'il garde la majorité au Sénat, donc que toute forme d'empêchement contre lui... Au Sénat en tout cas, mais la Chambre des représentants, c'est très probable qu'elle repasse démocrate. Oui, tout à fait, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a malgré tout un démenti vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de la doxa, de l'opinion dominante, qui depuis 1 an nous expliquait que Donald Trump ne tiendrait jamais son mandat, qu'il serait désavoué, qu'il y aurait une grande sanction contre lui, qu'il perdrait le Sénat, que du coup il pouvait avoir une mesure d'impeachment et du coup ne plus terminer son mandat. Moi je considère qu'il y a une réelle possibilité de victoire à ce niveau-là, parce que effectivement on perd la Chambre des représentants, pour moi ce n'est pas réellement une défaite. Donc c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a 2 éléments essentiels aux États-Unis. Il y a surtout la Cour suprême. Il y avait cette nomination du juge conservateur qui avait été très critiquée. Et ce juge, justement, aurait pu avoir une procédure d'impeachment contre lui si jamais le Sénat était gagné par les démocrates. Et les démocrates, visiblement, ne gagneront pas le Sénat. Donc je considère que c'est une victoire. Et surtout, c'est la victoire d'une forme de politique. D'une politique qu'on peut qualifier effectivement populiste. Une politique à laquelle vous adhérez ? Une politique à laquelle j'adhère totalement, c'est-à-dire une forme de libéralisme. Donald Trump, politiquement, vous le soutenez. Il a une forme de libéralisme intérieur. Il a fait une réforme fiscale plutôt extraordinaire qu'on attend depuis longtemps en France, avec une baisse de l'impôt sur les sociétés à 15%. Également, c'est pas parce qu'il est libéral qu'il est libre-échangiste, donc il est capable de renégocier les traités internationaux parce qu'il considère que c'est America First. Et sur la question, le plan migratoire, vous êtes aussi d'accord avec lui ? Tout à fait, je suis évidemment d'accord avec lui. Vous savez, aux États-Unis, il y a un problème majeur, c'est que la population, en tout cas sud-américaine, est devenue un véritable lobby, notamment avec ceux venant du Mexique. C'est ce qui peut nous arriver tout à fait en France, c'est ce que je ne cesse de répéter, où finalement, la population d'origine musulmane pourrait devenir l'équivalent des latino-américains aux États-Unis qui ont déterminé les votes de ces dernières années de façon extraordinaire. C'est ce vote c'est ce vote contestataire, identitaire qui a fait élire Donald Trump. Et donc, selon vous, Donald Trump a raison d'insister en tout cas sur la frontière avec le Mexique ?
Mais tout à fait, je vois pas pourquoi il ne pourrait pas le faire. Aujourd'hui, il a le droit de déterminer qui entre dans son pays, qui ne rentre pas. Je pense aussi que les mesures qu'il avait préconisées dès le début de son mandat, ça avait été un peu retoqué de dire qu'il fallait cibler l'immigration, notamment en provenance de pays d'origine musulmane, eh bien, était essentiel. Et en Europe et en France, on devrait faire exactement Sur la frontière avec le Mexique, il va quand même très fort, vous trouvez pas ? Qu'est-ce que vous trouvez de très fort à ce niveau-là ? C'est une question que je vous pose. Non, moi je considère pas que ça soit choquant. Vous savez, il y a eu cette fameuse la semaine dernière, il y a eu la caravane. La caravane. Moi je trouve ça scandaleux. Alors la caravane, c'est un groupe pour expliquer à nos auditeurs, c'est un groupe de migrants qui viennent du Honduras et qui veulent rejoindre les États-Unis en passant par le Mexique. Et pourquoi on les laisserait rentrer aux États-Unis ? C'est comme nous, pourquoi en France, eh bien, on laisserait rentrer les migrants de l'Aquarius ? Il n'y a aucune raison de les faire rentrer si on ne le souhaite pas. Vous savez, c'est la volonté du peuple, c'est la démocratie. Eh bien, s'il y a une personne qui est étrangère, eh bien, elle rentre si jamais on considère, eh bien, qu'elle est utile pour le pays. C'est la logique aussi d'immigration choisie. Et c'est ce que fait exactement Donald Trump. C'est toujours de se dire, on sert les intérêts des Américains d'abord et arrêter d'avoir une préférence étrangère, mais plutôt préférer la préférence nationale. Donc c'est pas une décision discriminatoire. Mais non, mais ça c'est la logique totalement universaliste qui voudrait que finalement il n'y aurait plus de frontières aujourd'hui, qu'il y aurait un citoyen monde et que du coup ça serait scandaleux de différencier un étranger d'un Français. C'est normal, encore une fois, vous savez, la communauté nationale est forgée justement autour de cette idée de patriotisme. À un moment donné, si on s'assit dessus, eh bien demain on va avoir une société qui va être en déliquescence et une société qui va être explosive. Et selon moi aussi, si elle perd cette logique patriote, eh bien on peut tomber dans une répartition de la société. Donald Trump a aussi évoqué aujourd'hui la possible suppression du droit du sol. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la question du droit du sol, elle est assez complexe. Moi, en France, je trouve qu'on n'a pas assez abordé la question avec la question que Manuel j'allais Valls. vous poser après. Est-ce que vous l'importeriez en France, vous par exemple ? Moi, à titre personnel, j'ai pas encore tranché pour être honnête. Je pense que c'est une question, en tout cas le débat doit être posé. Pour moi, ça me semble essentiel. Et j'ai notamment été choqué par Manuel Valls le mois dernier. Manuel Valls, en général à droite, on considère qu'il a plutôt des idées, j'ai envie de dire, plutôt régaliennes, fortes sur le régalien. C'était plutôt un patriote. Mais lorsqu'il nous explique finalement qu'être français et être espagnol, c'est la même chose, qu'après avoir été Premier ministre de la République française, il peut d'un coup partir en Espagne, à Barcelone. Dans le fond, je me pose cette question. Pourquoi il est capable de faire ça ? Et donc forcément, on peut s'interroger non pas seulement sur la logique du droit du sol, mais également sur la logique de double nationalité. Parce qu'avoir un Premier ministre, eh bien, prêt selon moi à trahir son pays, le pays dans lequel justement il a été Premier ministre, mais je trouve ça extrêmement choquant. On aurait dû se poser beaucoup plus la question à ce niveau-là. Merci Eric Tegner. Merci Lucas Pierre, merci Eric Tegner. Fréquence ESJ. Réagissez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. On se retrouve dans quelques instants pour l'agenda politique de la semaine. Lucas Pierre sera également avec nous pour aborder les élections européennes. En attendant, on écoute 1000 couronnes d'Aum. Fréquence ESJ. 20h48 sur Fréquence ESJ, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. La campagne pour les européennes commence bientôt. Eric Tegner, vous prenez l'union des droites. Lucas Pierre a justement quelques questions à vous poser à ce sujet. Oui, une union des droites pour 2022, est-ce que vous y croyez vraiment ? Au-delà d'y croire, je pense que c'est une nécessité. Vous savez, aujourd'hui, on est confronté à un problème démographique qui me semble inédit, un problème aussi d'islamisation du pays. Je pense pas qu'on doive attendre 10 ans avant que la droite arrive au pouvoir. Les Républicains aujourd'hui représentent un socle de 15%. On le voit que le socle de droite est approximativement à 40%. Donc il y a des choses à faire à ce niveau-là pour non seulement arriver au pouvoir, mais une fois au pouvoir, eh bien faire une vraie politique de droite. Parce qu'en s'alliant en permanence avec le centre, eh bien une fois qu'on était au pouvoir, eh bien finalement on laissait les portes ouvertes à l'immigration. Mais sur l'union des droites, est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer une alliance entre les Républicains et le Rassemblement National ? Ça paraît Je pense que c'est d'abord une alliance au niveau des électeurs. Vous savez, Emmanuel Macron, en 2012, on ne pouvait pas présager du fait qu'il arriverait en 2017. Quand je parle d'union des droites, en fait, c'est la même chose avec l'UMPS. Le centre-gauche, le centre-droit, pendant une vingtaine d'années, ont su travailler ensemble par moments, ont su voter les mêmes amendements. Et un jour, Emmanuel Macron est arrivé, il a su transcender un peu cette préparation du terrain qui avait été faite. Il n'a pas eu besoin des partis politiques, mais certains partis politiques comme des élus du Parti Socialiste ont compris qu'ils devaient aller avec lui. C'est ce qu'il faut travailler. L'union des droites, eh bien, c'est la capacité pendant les années qui viennent, eh bien, de travailler le terrain, de montrer justement qu'il y a de grandes convergences entre les Républicains, le Rassemblement National et Debout la France pour faire émerger une personnalité politique qui puisse transcender les clivages et créer un nouveau mouvement que j'appelle En Marche de droite. Et j'en reviens à ma première question, ça semble assez irréalisable au final parce qu'il y a quand même énormément de divisions déjà rien que dans le parti, les Républicains. Justement,
il y a des divisions au sein du parti Les Républicains, et donc j'appelle les élus Les Républicains à être capables d'aller vers ceux qui pensent comme eux. Moi, je vois plus de points communs entre Guillaume Pelletier, Julien Aubert, Laurent Wauquiez et Nicolas Dupont-Aignan qu'avec Jean Leonetti, qui considère que Valéry Giscard d'Estaing, celui qui a finalement proposé le regroupement familial, eh bien, est son modèle. Ou encore avec Damien Abad qui, il y a 2 semaines dans le JDD, disait qu'il était pour la PMA, alors que parallèlement on connaît les positions de Laurent Wauquiez sur le sujet, qui était intransigeant sur la question du mariage pour tous. Globalement, on a au sein des Républicains 2 familles qui essayent de cohabiter, encore une fois selon moi dans une logique de syndic de défense des élus locaux. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que le problème d'Emmanuel Macron, c'est l'implantation locale, et que la droite finalement peut s'en sortir si on est dans une logique d'alliance en 2020. Mais est-ce qu'il faudrait pas déjà commencer justement par une union au sein des Républicains, en tout cas aller dans le même sens d'abord? Non, parce que il faut que les Républicains aillent dans le même sens, effectivement. Mais il faut pas essayer de garder ceux qui n'ont rien à faire chez nous. Moi, quand je vois, on parlait tout à l'heure des élections européennes, quand je vois que Jean Leonetti peut être tête de la liste des Républicains aux européennes, moi, je suis effaré à ce niveau-là. Pour vous, c'est pas du tout un bon choix. Mais c'est un fédéraliste. Ce qui est ahurissant, c'est que Laurent Wauquiez, on a oublié qu'en 2014, il avait écrit un ouvrage qui s'appelle Europe, il faut tout changer. Dans son ouvrage, il voulait une Europe à 6. Même Marine Le Pen, aujourd'hui, ne souhaite pas cette Europe à 6. Il voulait la suppression de la Commission européenne, il voulait la sortie de la Cour européenne des droits de l'homme, il voulait justement faire une immigration quasi zéro, et parallèlement, il y a une semaine, Jean Leonetti signe une tribune dans l'Obs, dans les journaux de gauche, pour encore une fois donner des quitus à la bien-pensance, pour condamner l'action de Génération Identitaire, qui est justement un groupuscule qui se contente aujourd'hui de défendre nos frontières et de défendre l'identité française. Et il y avait eu parallèlement d'ailleurs une tribune dans Valeurs Actuelles d'autres élus Les Républicains qui soutenaient Génération Identitaire. Donc on est dans une situation de schizophrénie totale. Mais pour en revenir aux divisions, justement, Laurent Wauquiez, par exemple, par rapport à Viktor Orban, Premier ministre hongrois, disait vouloir discuter aussi bien avec Angela Merkel, chancelière allemande, qu'avec Viktor Orban. Et justement, rien que ça, déjà, ça crée des divisions, puisque par exemple, Valérie Pécresse n'était pas forcément pour, alors que Laurent Wauquiez, lui, est pour. Et même Jean Leonetti, je crois, avait mentionné le fait qu'il n'était pas forcément pour non plus. Oui, d'ailleurs, moi, ce qui m'avait choqué, c'est que d'un côté, Laurent Wauquiez à Paris soutenait Viktor Orban, mais de l'autre, on a laissé les eurodéputés, les Républicains, à Strasbourg, voter contre Viktor Orban, ou même le conseil spécial de Laurent Wauquiez, Brice Hortefeux, qui s'était abstenu. Et parallèlement, on a dit qu'on allait malgré tout reconduire ces eurodéputés, les Républicains, pour les européennes, qui n'avaient pas voté selon la consigne du parti. Vous savez, dans le fond, quand je parle d'union des droits, c'est la logique de crédibilité, la logique de sincérité. Dire on est capable de dialoguer avec Nicolas Dupont-Aignan et avec Marine Le Pen, c'est montrer qu'on sera sincère, parce que les Français ils en ont assez qu'on ait ce double discours, qu'on ait un discours à Paris et un autre discours à Bruxelles. C'est ce qui s'est passé les 4 dernières années. On a eu des eurodéputés Les Républicains qui quasiment systématiquement ont voté comme le Parti Socialiste, ont voté le CETA alors que François Fillon à Paris condamnait le CETA, ou ont voté parfois le projet de loi, le rapport Ferrata qui enseigne la théorie du genre dans les écoles en France. C'est quand même ahurissant. On entend d'un côté les élus Les Républicains qui sur les plateaux de BFM TV vont condamner la théorie du genre, et l'autre, on a des eurodéputés à Strasbourg qui vont voter pour ça. Et justement, pour aller au-delà de tout ça, qui est-ce que vous verriez, vous, comme tête de liste pour les européennes en 2022 ? Je pense qu'il faudrait laisser la place à la nouvelle génération. Moi, je considère que Laurent Wauquiez, il y a des élus, notamment, je pense à Lydia Guérousse, qui est plutôt, qui est très compétente, ou je pense également à Sébastien Pilard, mais je pense que Laurent Wauquiez surtout aurait dû porter cette liste, parce que vous savez, les élections européennes sont essentielles, c'est majeur. Notre souveraineté, on l'a perdue en partie parce que justement, on l'a donnée à la technocratie bruxelloise. Donc, il faut mener cette campagne des européennes en menant le fer, parce qu'il y a une occasion unique, et en cela, je suis optimiste. Il y a une montée des peuples en Europe, avec Orban, avec Kurz, avec Salvini, et on peut créer une grande alliance à ce niveau-là. Il faut reconfigurer nos alliances non seulement en France, mais aussi en Europe. Yann Boucard, justement, député Les Républicains, sur notre antenne, disait que Laurent Wauquiez aurait fait un bon candidat. Donc vous le pensez aussi ? Totalement, et surtout sur la ligne qu'il avait portée il y a quelques années. Moi, j'attends encore que les Républicains proposent, par exemple, la sortie de la Cour européenne des droits de l'homme, ou en tout cas proposent de renégocier si jamais ils n'ont pas, tout comme l'avait fait David Cameron en 2013 avec la conférence de Brighton. C'est ce que proposait François Fillon. Pour l'instant, on n'a pas proposé
proposer ce type d'idée. Pour l'instant, le discours des Républicains pour les européennes satisfait Valérie Pécresse. Moi, ça m'inquiète. Je considère qu'il ne faut pas se contenter de renforcer Frontex. Il faut surtout supprimer Schengen, partir sur une logique de double frontière nationale et européenne, sortir de la CEDH, supprimer la Commission européenne, tout ce que Laurent Wauquiez avait porté en 2014. Et je pense qu'on ferait un superbe score si on était capable d'avoir ce courage. Merci Eric Tegner. Merci Lucas Pierre, merci Eric Tegner. Fréquence ESJ. On termine cette émission par l'agenda politique de la semaine à venir. Demain, le gouvernement présentera son plan hivernal pour héberger les personnes sans logement. La trêve hivernale commence dans 2 jours pour les locataires menacés d'expulsion. Ce seront donc 5 mois de répit. Mais le gouvernement va proposer son plan hivernal annuel pour héberger les personnes sans domicile fixe. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a déjà demandé une mobilisation générale des habitants de la capitale. Elle invite notamment les entreprises qui ont des locaux inoccupés à les mettre à disposition. Elle compte également héberger des sans-abri au sein même de la mairie de Paris. Éric Tegner, qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour les sans-abri cet hiver ? Je pense qu'il y a quand même profondément une part de démagogie dans ce qu'elle essaye de faire. Elle voit effectivement l'échéance des élections municipales. Il faut s'occuper des sans-abri à Paris. On les voit globalement dans tous les quartiers. Je considère que c'est une situation qui est horrible. Il faut aussi être capable de les aider. Vous savez, il y a 30% des bénéficiaires du RSA qui ne le demandent pas. Il faut aider justement les sans-abri à le demander. Il faut apporter réellement une aide sociale. Moi, je salue aussi tous ceux qui sont capables de faire des maraudes, notamment pendant l'hiver. C'est essentiel. Mais parallèlement, il faut aussi lier cette question à la question des réfugiés. Anne Hidalgo a essayé de créer des camps à Paris ou sur la région parisienne. Eh bien, des SDF ont perdu leur place à cause de cela. Et aujourd'hui, elle essaye de se rattraper. On privilégie les réfugiés pour vous, comparé aux Français qui ont leurs papiers et qui sont sans domicile fixe ? Vous savez, à partir du moment où on amène des réfugiés étrangers à Paris et qu'on leur donne des places que pourraient avoir les sans domicile fixe, alors qu'il n'y a pas assez de place aujourd'hui à Paris pour loger tous les sans domicile fixe, je considère qu'effectivement, il y a une préférence étrangère et non une préférence nationale. Et c'est ce que ressentent les sans domicile fixe. Vous savez, quand vous allez sur le terrain, moi j'étais l'année dernière, je faisais beaucoup de maraudes. C'est ce que ressentent les sans-abri qui considèrent justement et qui en plus sont souvent mis en danger la nuit par une forme de par quelques racailles ou par quelques tous les étrangers ne sont pas comme ça, tous les immigrés, tous les réfugiés ne sont pas comme ça, mais on l'a bien vu à Calais. Globalement, il y a une hausse des délits sur ce type de camp. Et la mairie de Paris, c'est un endroit pour accueillir des sans domicile fixe. Il faudrait quelque chose d'autre autre part. Vous savez, tout ce qui est lieu public, je pense que c'est important. Après, il faut surtout réquisitionner les lieux publics pour ce niveau-là. Après, je pense que la région de l'Île-de-France devrait être capable de se positionner là-dessus. Il me semble d'ailleurs que Valérie Pécresse avait essayé de le faire dans le 78 et le 92. Je pense que c'est souhaitable pour la période de l'hiver. Il faut essayer d'être capable aussi de les réinsérer parce que l'objectif, c'est pas simplement de se contenter, de loger les sans domicile fixe, mais d'essayer de les faire rentrer sur le marché de l'emploi et encore une fois de leur apporter une aide sociale. L'aide sociale, elle est fondamentale en France, mais elle doit aller justement vers les plus pauvres et ceux qui en ont le plus besoin. Dimanche, enfin, Emmanuel Macron se rendra sur les hauts lieux en France de la Première Guerre mondiale. À l'occasion du centenaire de la fin du conflit international, le président de la République se rendra pendant 6 jours dans 2 régions, 11 départements du nord et de l'est de la France et 17 villes. Un long déplacement donc pour Emmanuel Macron qui se clôturera le 11 novembre à Paris avec des commémorations. 80 dirigeants et représentants d'organisations internationales sont d'ailleurs conviés. Est-ce que vous irez à ces commémorations, Éric Tegner ? Moi, chaque année, je vais aux commémorations du 11 novembre sur mes terres de Bretagne. Donc, j'irai en Bretagne. Ce que je regrette, c'est le fait de ne pas avoir voulu mener des commémorations d'ordre militaire de la part d'Emmanuel Macron. C'est toujours dans cette logique qu'on a déjà depuis une trentaine d'années en France, où on est dans cette idée de l'excuse. Finalement, il ne faudrait pas choquer ou déranger Angela Merkel parce que on a eu le malheur de gagner en 1918. Vous savez, en France, on refuse en général, d'aller fêter la victoire d'Austerlitz. En revanche, on n'a aucun problème d'aller fêter la défaite de Trafalgar. C'est toujours cette culture de l'excuse qui, encore une fois, nuit à la communauté nationale et qui montre le manque de patriotisme d'une certaine partie de nos élites en France. Merci Éric Tegner. Fréquence ESJ.
c'est la fin de cette émission. Merci Eric Tegner d'avoir Merci répondu à à vous. notre invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube où vous pourrez retrouver également cette vidéo de cette émission dès demain 7h. Fréquence ESJ vous réveille dans l'actuel jusqu'à 9h. Ce seront Dimitri Hainaut et Antoine Lermine qui seront aux commandes. Et à 20h, ce sera Storytelling avec Lucas Pierre qui était là aujourd'hui avec nous. Et il vous prépare une émission un peu spéciale Halloween. Je ne vous en dis pas plus. Quant à nous, le prochain numéro de 20h l'invité, c'est mardi prochain. Nous recevrons la sénatrice du Val-de-Marne apparentée Parti Socialiste, Sophie Taillé-Polian. Bonne semaine à tous. Fréquence ESJ.